Bonsoir à tous, cette fois-ci c'est bon. Désolée, il y avait un petit problème de Wi-Fi. Donc moi je suis Audrey Pedro, je travaille dans l'équipe de Benjamin. Et je vais vous faire un retour d'expérience sur le travail avec des équipes distribuées. En fait, il y a 2 ans, j'ai rejoint DocuSign France, qui était en fait l'entité française d'une boîte dont les headquarters sont à San Francisco. Et maintenant, je travaille chez PeopleDoc. Les headquarters sont bien à Paris, mais on a des équipes, notamment l'équipe à New York, avec laquelle je travaille beaucoup, car mon produit a beaucoup de traction aux US. Et on a une forte culture remote, à savoir que moi, mon équipe de développeurs, en fait, est 100% distribuée. Donc, si on regarde aujourd'hui dans quel contexte je travaille, donc moi, je suis à Paris. En fait, je suis un peu toute seule. Toute seule par rapport aux gens de mon équipe. Après, j'ai mes collègues product managers. Il y a quand même des gens qui sont positionnés à Paris. Mais c'est vrai que sur mon produit, en fait, on a la plupart des implementations qui sont à New York, puisque les premiers clients qu'on a mis en production sont aux États-Unis. On a les clients et les avant-ventes du coup qui sont aux États-Unis. Alors, j'ai laissé États-Unis de manière large parce qu'en fait, on a le bureau à New York, mais de par la culture remote, on va avoir des commerciaux un petit peu partout aux États-Unis pour pouvoir adresser toutes les régions. Donc moi, j'ai un client qui a été en prod sur mon produit il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Optimizely, et donc ils ne sont pas du tout à New York. Donc voilà. Et au niveau de mon équipe de développeurs, donc mon lead tech est à Poitiers, et ensuite j'ai un développeur à Édimbourg, un autre à Vannes et un autre à Aix. Donc voilà un petit peu pour le cadre dans lequel je travaille aujourd'hui. Quand j'étais chez DocuSign, j'avais une équipe de développement à Paris avec moi, mais j'avais aussi une équipe de développement à Seattle et 2 équipes à San Francisco. Donc j'ai fait pas mal de bêtises. Il y a des fois où ça n'a pas du tout marché. Aujourd'hui, je pense qu'on a une manière de fonctionner sur mon produit actuel qui fonctionne vraiment bien. Donc l'idée, c'est de vous partager les pièges et aussi les tips pour travailler dans un contexte comme celui-ci, ou peut-être un petit peu moins de distribution aussi, ça marchera. Ah oui, un dernier point important pour la pose du décor. Donc quand j'étais chez DocuSign, j'étais quand même plutôt côté loin, puisque moi j'étais à Paris et beaucoup des décisions étaient prises au niveau de San Francisco et de Seattle. Là, chez PeopleDoc, je suis au cœur, puisque on a les sièges, le siège de la R&D est quand même à Paris. Donc, je suis plutôt de l'autre côté du miroir. Et c'est vrai que ce qui s'est mal passé chez DocuSign m'a permis d'essayer, en tout cas, de ne pas reproduire ces erreurs-là pour les gens chez PeopleDoc et faire en sorte que ça se passe un petit peu mieux. Donc, petit temps de... En fait, je crois que c'est quand on met des grosses images, ils n'aiment pas trop. Et j'ai mis plein de grosses images, donc c'est pas grave. Donc, le piège numéro 1, c'est vraiment quelque chose qui culturellement était, en tout cas pour moi, assez ancré. J'avais tendance à aller voir un de mes développeurs et me mettre au bord du bureau et lui dire: ah, mais tiens, d'ailleurs, sur telle feature, on n'a pas fait ça, ou tiens, t'en penses quoi, etc. Et puis, on faisait une réunion pas du tout planifiée, à 3 ou 4 autour d'un écran, et on prenait une décision importante. Ça, avec des remotes, il faut oublier. En fait, le problème de ça, c'est que vous allez continuer à le faire potentiellement, mais il y a plein de gens qui vont se sentir complètement exclus, et du coup, ils vont l'apprendre d'une manière ou d'une autre a posteriori, et ils auront une grosse perte de motivation. En plus, il se trouve que c'est pas hyper productif, parce que en général, vous avez tendance à couper quelqu'un dans son boulot. C'est pas top. Le piège numéro 2, c'est de penser que les autres savent déjà. En fait, surtout quand on est côté, moi aujourd'hui, je suis à Paris et on a quand même pas mal de com qui vient directement de Benjamin, notre cofondeur, les commerciaux, etc. Et se dire, tout le monde sait en fait. Non, il faut partir du principe que personne ne sait. Il faut toujours répéter, recommuniquer depuis le début sur où on en est, pourquoi on est là, quelles sont les prochaines décisions à prendre, etc. etc. C'est hyper important parce qu'en fait, les remotes, si on ne fait pas ça, ils se sentent très vite exclus aussi parce qu'ils ne vont pas forcément avoir les mêmes canaux de communication que vous. Et du coup, ils vont se retrouver dans des discussions où ils ne comprendront pas pourquoi on parle de tel ou tel sujet. Donc,
La communication, c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper important en tant que PM de manière générale, mais quand vous bossez avec des remotes, c'est vraiment le point numéro un à mettre au cœur de ce que vous faites. Et il ne faut pas hésiter à rabâcher certains sujets, même si ça vous paraît évident que tout le monde est au courant. Ensuite, le piège numéro 3, c'est de garder les problèmes pour soi. Alors, pourquoi on a tendance à garder les problèmes pour soi? Parce que avoir une discussion un peu conflictuelle, c'est pas facile déjà en face-to-face. Mais alors, en remote, on se dit, non mais attends, je vais faire comment? Je vais pas appeler quelqu'un sur Hangout pour engueuler, machin. Bref, en fait, si. En fait, si, il faut. Moi, j'ai eu une boss qui était à San Francisco, et puis j'ai gardé plein de trucs pour moi. Et un jour, j'ai vraiment été en mode, non, mais j'ai même plus envie d'aller bosser le matin. Donc, j'ai appelé et on a eu une discussion hyper difficile, sauf qu'on avait attendu beaucoup trop longtemps. Et le remote, ça crée cette envie de ne pas communiquer sur les trucs difficiles, parce qu'on se dit qu'on a peu de temps en commun, parce qu'on passe que quelques heures de hangout par jour, parce que ça demande un effort de parler d'un truc compliqué via une vidéoconf. C'est vrai que les premières fois, c'est pas du tout naturel. Hein. On est là devant sa caméra et on se dit, bon, est-ce que je vais vraiment parler de ça maintenant ou non? Le courage est un peu plus difficile à avoir, mais en fait, c'est hyper important. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un truc qui m'embête avec mon lead dev, je lui enclenche on a Zoom, un outil de visioconf, je déclenche un Zoom et on parle du sujet qui ne va pas et puis on passe à autre chose. Et en fait, le faire, plus on fait souvent, plus c'est facile à faire. Et du coup, moins on accumule de la rancœur et plus l'ambiance est saine dans l'équipe. Et il faut se rendre compte que le problème de ne pas le faire, c'est que en fait, tout le monde va penser pareil. Enfin, les remotes qui sont loin et qui sont tout seuls, c'est encore plus dur pour eux parce qu'ils sont tout seuls chez eux dans leur bureau et ils se disent ça va pas, mais peut-être que ça vient de moi, peut-être que, etc., etc. Donc, il faut aussi essayer de se mettre à leur place et leur tendre des perches sur ces sujets-là. Parce que nous, en étant au bureau, mine de rien, on a quand même plus d'interactions, plus de collègues, donc c'est un petit peu plus simple. Le piège numéro 4, qui est un piège en fait que je trouve assez rigolo finalement. On entend plein de choses sur le management visuel en agile par exemple, ou sur le respect des rituels, ou sur plein de choses qu'il faudrait faire d'une certaine manière. Et en fait, il faut bien penser que quand vous avez des remotes, il ne faut surtout pas être dans le dogmatisme. Notre daily avec mon équipe, il dure parfois 30 minutes. Et en fait, on fait 10 minutes de daily et après, on fait 20 minutes de mais machin, est-ce que tu vas prendre tes congés? Et puis moi, ce week-end, je vais aller faire un triathlon. Et toi, comment ça va? Etc. Et en fait, c'est un moment hyper important parce que c'est le moment de la journée où on sait qu'on va tous être sur Zoom ensemble. Et c'est le seul moment où on est sûr que tout le monde est dispo et qu'on a rendez-vous. Et du coup, dans le agile traditionnel, on me dirait non, mais c'est pas du tout efficace, vous parlez pas des sujets qui vont bien, etc. Certes, on étend, mais en fait, c'est vraiment un moment important pour l'équipe. Et maintenant, je tiens à ce que les matins où on fait que juste vraiment des lits, hier j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai fait ça, les problèmes c'est ça, je me dis oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est fâché. Donc c'est vraiment important d'assouplir les choses. Le management visuel, tout le monde en parle, hein. C'est hyper important. Je suis la première à dire c'est génial, un magnifique board sur un mur. Mais quand on a une équipe qui n'est pas là, ça sert à rien. Donc, il faut trouver des parades. Et c'est vrai que dans la littérature, ce n'est pas forcément évident. Je n'ai pas encore trouvé de solution parfaite pour communiquer aussi bien qu'avec un board physique, avec une équipe remote. Mais il faut vraiment toujours garder en tête que toutes ces bonnes pratiques, elles sont bien dans certains contextes. Et il ne faut pas hésiter à adapter les choses au fait que vous avez une équipe distribuée. Donc voilà un petit peu pour les pièges dans lesquels on peut tomber. À côté de ça, je vais vous partager ce que moi je considère être les bons types qui peuvent vous aider à faire en sorte que ça aille vraiment bien. Donc premier point, mais c'est vrai avec les équipes non distribuées aussi, mais d'autant plus avec des équipes distribuées, il faut penser à faire la fête ensemble de temps en temps. Oui, c'est important de quand même connaître votre équipe et de ne pas se voir qu'en Zoom pour parler
de la prochaine feature. Il se trouve que, pour le coup, que ce soit chez DocuSign ou chez PeopleDoc, on a vraiment la possibilité de faire ça. Avec mon équipe de dev, ils sont venus en mars. On a pu travailler vraiment work hard toute la journée, mais play hard tous les soirs. Donc, c'est quand même sympa. Et là, on revient d'une semaine où on était toute la boîte à Faro, y compris les gens aux US, enfin vraiment tout le monde. On a passé 4 jours en séminaire au Portugal tous ensemble. Donc, mine de rien, c'est cool parce que quand dans 2 jours, je vais appeler un avant-vente à New York, ça sera plus simple de lui demander un truc parce que on a papoté et on était au bord de la piscine ensemble la semaine dernière. Bon, c'est bête, hein, mais c'est important. Le type numéro 2, alors hyper important, c'est investir dans les bons outils. Je vous parle de Visioconf depuis tout à l'heure. C'est un petit peu notre vie finalement avec les différentes personnes qui ne sont pas à Paris. Donc, on a investi dans Zoom, par exemple, qui est quand même un outil qui fonctionne, où on ne passe pas plus de temps à essayer d'appeler la personne qu'à vraiment avoir une discussion avec la personne. J'en ai connu des outils comme ça où tout le monde est là, non, mais moi, j'arrive pas à me connecter, moi non plus, et une heure après, c'est pas grave, on ne fait pas la réunion alors. Donc, il ne faut pas hésiter. Si vous sentez qu'il y a des endroits sur lesquels vous n'arrivez pas à communiquer correctement ou des choses qui manquent, il faut essayer d'identifier le problème et réfléchir à quel outil peut vous aider à avancer. Je ne dis pas qu'il faut tout outiller, hein, mais il faut quand même avoir un minimum pour passer au-delà de la distance physique. Donc, nous, par exemple, on a Zoom, on a Slack. Mine de rien, ça permet de communiquer pendant la journée. J'ai même trouvé un petit outil pour animer des rétrospectives. C'est super dur d'animer une rétrospective avec une team remote. Et en fait, il y a un outil qui existe pour faire ça. Bref, il y a vraiment de quoi faire sur la marketplace, donc n'hésitez pas. Ensuite, alors un autre point important, et qui n'est pas évident, je vous avoue que c'est celui sur lequel je ne suis toujours pas hyper à l'aise, c'est jouer avec l'asynchronisme. Donc, quand je bossais avec des équipes à Seattle ou à San Francisco, comme il y a 9 heures de décalage horaire, globalement, quand ils arrivent au bureau, on s'en va. C'est pas évident, mais finalement, ça peut apporter beaucoup de choses de se laisser des horaires de travail des planches de travail plus longues, 2, 3, 4 heures, et de revenir dessus le lendemain ou le surlendemain, plutôt que d'essayer de faire de la synchronité en permanence et d'avoir des réunions où il y a tout le monde autour de la table. Il faut se rendre compte que ça c'est pas forcément possible selon les time zones dans lesquelles sont vos collègues. Et enfin, évidemment, on finit par le point le plus important et qui peut paraître être enfoncer une porte ouverte, mais normalement, tous les autres points ont aussi aidé à aller vers ça. C'est la confiance. Quand vous bossez avec des remotes, vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de faire, vous ne savez pas s'ils sont devant leur bureau ou s'ils sont allés faire autre chose. Du coup, si vous avez mis en place tout ce qui va bien, tout le monde se fait confiance et on imagine et on sait que tout le monde est en train de travailler sur la chose qui apporte le plus de valeur au produit à un instant T. Il faut surtout oublier le contrôle et essayer d'être dans le je sais exactement qui fait quoi à un instant T. Ça marche vraiment pas et ça a plutôt tendance à démotiver les gens qu'autre chose. Donc voilà, c'est créer le cadre qui permet finalement aux gens de savoir sur quoi travailler pour que ça avance et après laisser faire tout le monde pour que ça aille dans la bonne direction. Du coup, pour conclure, alors quand même un point important, c'est que aujourd'hui chez PeopleDoc, ça marche très bien, mais comme je le disais en introduction, PeopleDoc a la culture du remote. Et ça date je pense, des débuts de PeopleDoc, où ils ont tout de suite commencé à embaucher des gens qui n'étaient pas dans les locaux. Du coup, c'est vu d'un œil très positif. On nous donne justement les moyens. Quand on a besoin d'outils, on va avoir les financements, etc. Tout va dans le sens de faciliter la vie des remotes. Chez DocuSign, par exemple, les équipes produits qui étaient non localisées aux US avaient été récupérées par des acquisitions. Et du coup, jamais la culture de l'équipe n'avait fait l'évolution vers on veut inclure des gens qui sont loin. Et on avait beau mettre en place tout ce qu'on voulait,
Et vraiment, on avait fait plein de choses au niveau des équipes produits, remote, etc. Et même les gens dans les headquarters, en fait, ça venait pas de là-haut. Il n'y avait pas cette volonté d'inclure. Et donc, c'était potentiellement les mecs des commerciaux, etc., qui, eux, allaient aller voir les PO pour prendre des décisions sur un coin de table, dans un couloir, à la machine à café. Et du coup, on n'a jamais vraiment été inclus tant qu'on était loin. Donc, un autre point hyper important qui va au-delà des pièges et des tips, c'est il faut que vous arriviez à faire le lobby nécessaire au sein de votre direction, au sein de votre entreprise, pour que le remote soit considéré comme une façon de travailler qui vaut la peine et que du coup, toute la boîte suive le mouvement. Ça, c'est vraiment hyper important. Et je pense que c'est un petit peu là-dessus que je voulais conclure pour dire, au niveau du produit, vous pouvez mettre plein de choses en place. Si la boîte ne suit pas et la culture ne suit pas, ça va quand même être un petit peu compliqué. Voilà. Oui, c'est quoi ton outil pour faire des rétrospectives? Ça s'appelle Retrium. Ouais. En fait, tu as quelques formats rétrospectifs qui existent. Glad, Top Flop, les 4L, etc. Et en fait, ça joue un peu la rétro tout seul. Tu as juste à cliquer sur Next et c'est très intelligent. À câble, visiblement, d'après mes développeurs, parce qu'au début, les trucs sont floutés, mais il suffit de rajouter un JS par-dessus et c'est pas flouté. Mais bon, à part ça, ça marche très bien. Une dernière question? Tu parlais de mettre Slack en place. Je trouve que Slack et asynchrone, ça ne marche pas du tout. En effet, Slack, c'est pour la communication synchrone. Et pour la synchrone, on a les mails. Mais Julia, qui est au fond de la salle et PM aussi chez PeopleDoc, est le premier à avoir mis un statut Slack. Slack for sync, email for async. On est d'accord que ça a tendance à être utilisé un petit peu en fourre-tout parfois. On essaie de cadrer l'usage à Slack pour le synchrone et les emails pour la synchrone. Et dernière question, tu fais combien de calls après 20 heures? Eh bien, j'en fais plus. Chez DocuSign, j'en faisais tous les jours. J'ai 3 petits points avant de vous laisser aller boire une bière. La première chose, c'est que je voulais remercier encore une fois vous tous d'être venus. Super. Vous tous d'être venus ce soir. Les speakers, les 3 speakers ce soir, d'avoir partagé leur expérience, d'avoir pris le temps de faire une présentation, etc. Donc ça, c'est vraiment super. On a besoin de speakers à chaque fois, donc merci d'avoir fait. Et puis un grand merci à La Ruche qui dit oui de nous accueillir, d'avoir spontanément proposé leurs locaux, de vous offrir tout ce buffet et ces locaux. Donc vraiment merci. Le deuxième message que je veux faire passer, c'est qu'on a 2 rendez-vous à venir. Le premier, c'est donc le 1er juin, la ProdConf. Si vous n'avez pas pris vos billets, franchement, c'est le seul événement de l'année sur le product management, donc je ne sais pas ce que vous faites, globalement. Du coup, le prochain LPCX, le prochain meet-up qui sera fin juin, je n'ai pas la date exacte, mais c'est fin juin, avant l'été, comme ça je vous laisse tranquille pour l'été, et puis je vous reprends en septembre. Ça sera sur le thème du design, donc plutôt en mode comment travailler avec les designers, etc. Donc si vous avez une belle histoire à partager là-dessus, venez me voir, ça m'intéresse. On a déjà un speaker de chez PrestaShop apparemment, donc on cherche un deuxième. Et puis si vous voulez proposer vos locaux, voilà, ça serait super. Vous voyez à peu près combien on est, comment ça fonctionne. Donc on a besoin de volontaires pour nous accueillir. 80-100 personnes. 80-100 personnes, voilà à peu près. La dernière chose que je voulais dire, c'est qu'on a une communauté. Donc en gros, la communauté, plus vous lui donnez, plus vous récupérez de choses. Donc si vous avez des choses que vous avez aimées, que vous n'avez pas aimées, que vous avez des idées, que vous avez des envies, venez nous voir après. Envoyez-nous un petit mail sur Meetup, partagez sur Meetup. C'est comme ça qu'on va avoir des Meetup qui vous plairont de plus en plus sur un format qui vous plaira de plus en plus avec des speakers de meilleure qualité. Ok ? Donc super, merci à tous d'être venus, merci aux speakers. Ok. Rendez-vous le 1er juin et puis moi je vous retrouve fin juin pour parler design. Voilà, merci.